Dès qu'un individu est infectieux, est identifié dans le bétail, en fait, on doit éliminer tout le troupeau. Bétail. Et c'est sûr que quand on a un troupeau de 40 vaches ou de 80 vaches et qu'on doit abattre toutes ces vaches-là, on a l'impression de travailler, de jeter tout un travail finalement à la poubelle. Bonjour Arnaud. Bonjour Olivia. Je suis donc Olivia de Clinder, responsable de communication à l'Institut Pasteur de Lille, ici sur le campus. Mon objectif, c'est d'expliquer un peu tous les travaux de recherche, ce qu'on fait ici à l'Institut. Ce podcast est tourné dans le cadre des printemps de la prévention. Le thème, c'est donc la santé en milieu rural. Et donc, merci d'avoir accepté de venir répondre à mes questions sur la dermatose nodulaire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de te présenter. Merci Olivia, je suis très content d'être là. Donc, je suis chercheur INSERM ici à l'Institut Pasteur de Lille et j'anime une équipe qui travaille sur les maladies infectieuses, plutôt pulmonaires et plutôt humaines dans un premier temps. Mais je suis très content d'être là aujourd'hui pour parler d'une autre maladie infectieuse qui touche plutôt les animaux et les bovins. Et je suis content d'amener mon expertise sur ce sujet. Oui, tu as fait beaucoup de lectures, beaucoup de ce qu'on appelle de bibliographie dans le milieu de la recherche. Et donc, pour parler de dermatose nodulaire, mais de quoi est-ce qu'on parle? Qu'est-ce que c'est que cette maladie? Le terme est très vaste. Quand on parle de dermatose nodulaire, en fait, c'est toutes les maladies de la peau qui est caractérisée typiquement par la présence de nodules cutanés. Et donc, cette dermatose nodulaire peut être de plusieurs origines, infectieuse ou non, et quand on dit infectieuse, ça peut être parfois des virus, parfois des bactéries. D'accord. Mais si on parle de la dermatose nodulaire qui a touché la France à la fin du mois de juin ça a été très médiatisé, on en a entendu beaucoup parler, ça fait d'ailleurs très polémique. Exactement, cette dermatose nodulaire donc, qui touchait les élevages bovins. Bovins, exactement. Et cette dermatose nodulaire-là est causée par un virus. De la famille des poxvirus. En fait, c'est une grande famille de grands virus et qui chez l'homme, en fait, les poxvirus, c'est ceux qui causaient la variole. D'accord. Donc, on peut parler aussi de variole bovine ou ce genre de choses quand on va parler de cette dermatose. En tout cas, les virus sont très proches d'un point de vue génétique. Et donc, elle était transmise par un virus. Et les premiers cas sont arrivés en France le 29 juin 2025. Ok. Et là, ça a été la grosse alerte parce qu'en fait, en Europe, elle est considérée comme une des maladies les plus à surveiller, avec des conséquences qui peuvent être, qui sont drastiques, puisqu'en fait, dès qu'on va avoir un foyer identifié, dès qu'un individu est infectieux, est identifié dans le bétail, en fait, on doit éliminer tout le bétail. C'est ça qui a fait justement polémique chez les éleveurs. C'est ce qui a été beaucoup discuté. Donc, il y a certains groupes d'agriculteurs qui se sont révoltés. On a bloqué les autoroutes. Les fans de cyclisme se souviendront peut-être qu'une des étapes du Tour de France avait été écourtée. Parce qu'en fait, dans la ville d'arrivée de l'étape, il y avait un abattage qui était prévu. Et donc, il y avait un risque de manifestation des paysans. Et donc, voilà, des mesures avaient été prises au niveau de l'organisation. Donc, le sujet a été très, très débattu et l'est encore. Et en fait, c'est entre les décisions européennes et ce que le national peut mettre en place. Et puis après, évidemment, il y a les animaux derrière. Oui. Et le stress que ça peut causer aux agriculteurs, des agriculteurs qui sont déjà un peu à bout de souffle aujourd'hui, et bien ça a un peu embrasé le paysage politique et agricole. Dans d'autres pays, quand les bovins sont infectés par une dermatose nodulaire, la règle n'est pas l'abattage, pas forcément? En fait, en Europe, la règle c'est l'abattage. On essaie vraiment d'être dans une zone dite indemne de l'infection. Si on remonte un peu à l'historique de cette maladie, en fait, elle a été identifiée il y a à peu près une centaine d'années en Zambie, donc dans le sud de l'Afrique, où on a commencé à avoir des cas. Et puis au fil du temps, la maladie s'est propagée et a monté vers le nord pour atteindre les zones subsahariennes et le Maghreb. Et jusqu'à il y a une dizaine d'années, en fait, on n'avait eu aucun cas en Europe. D'accord. On a des cas en Asie et en Inde aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de. En plus, comme ces animaux sont sacrés, évidemment, on ne va pas abattre les animaux, et donc on a laissé la maladie se propager. Et un réel impact sanitaire sur les animaux. On n'a pas parlé des symptômes, mais dans 10% des cas, en fait, un animal infecté va mourir.
de l'infection. Et puis après, on a d'autres symptômes qui sont l'anorexie, on va aussi produire beaucoup moins de lait, les animaux vont faire de la fièvre. Et puis après, ces nodules sur la peau, en fait, voilà, quand c'est juste esthétique, l'animal ne sera pas beau. Et puis après, si on pense voilà, à la commercialisation des peaux de vache et des cuirs de vache, et bien en fait, on va perdre en qualité. Et donc en Inde, en fait, on voit beaucoup d'animaux très amaigris avec ces nodules. En fait, c'est cette infection-là qui se propage. Chez nous, en Europe, on n'en veut pas, on en veut le moins possible pour justement faciliter les échanges commerciaux et maximiser la production et de viande et de lait, parce que si demain on a moins de viande et moins de lait, il va falloir augmenter les élevages. Et donc, ils sont déjà suffisamment grands. Certains élevages, on est sur une grande capacité. Mais comment, donc en fait, au mois de juin donc 2025, premier cas de dermatose nodulaire en France. Comment on explique justement que c'est arrivé jusqu'en France ? Bien, c'est des bonnes questions en fait. Quasiment au même moment, on a identifié des premiers cas en Italie, en Sardaigne, une semaine avant. D'accord. Il y avait des cas identifiés en Sardaigne. Et le moyen de transmission, en fait, c'est le contact entre les animaux. Et puis après, c'est aussi transmis par certains insectes vecteurs, piqueurs. Mais c'est des insectes qui sont très sédentaires. Et donc, en fait, ils vont aller piquer d'autres animaux, mais à maximum quelques kilomètres aux alentours. Donc, pour qu'on ait eu une transmission entre la Sardaigne et la France, en fait, les recherches ont montré que c'était le même virus, la même famille de virus, des mêmes séquences ADN, donc des virus très très proches. Donc il y a un lien entre... Il y a un lien probablement entre les deux sites de contamination. Et là, on n'a pas encore identifié la réelle source, mais l'hypothèse serait un transport d'animaux malades non suivi en fait, parce que le suivi des animaux est très important, et là on serait plutôt dans quelque chose plutôt d'illégal où des animaux auraient transité, pourquoi pas d'Afrique du Nord pour arriver vers l'Europe, et qui auraient contaminé ainsi des animaux en Sardaigne et puis des animaux dans les Alpes françaises. Pour revenir un peu sur les cas de contamination en Europe, en fait, on a eu des premiers cas dans l'Europe de l'Est, au niveau des Balkans, en Turquie, en Grèce, il y a une dizaine d'années. En 2015, c'était les premiers cas en Europe. Et là, on a mis en place les mesures qui sont à peu près les mêmes mesures que celles qui ont été mises en place ici, qui ont permis en fait de limiter la propagation et de retrouver une Europe indemne de dermatose nodulaire bovine 2-3 ans après en fait les premiers cas. Et donc là, on peut imaginer qu'en 2020, on en avait terminé avec cette crise épidémique-là. Et puis là, aujourd'hui, en 2026, on a retrouvé un premier cas en France, en Savoie, et puis ça s'est propagé à d'autres exploitations. En fait, on a identifié 117 foyers cette année, avec beaucoup de cas en Savoie, en Haute-Savoie, et puis dans les Pyrénées orientales. Visiblement, dans les Pyrénées orientales, ce sera arrivé plutôt de l'Espagne. Donc, il y a eu aussi des cas en Espagne. Donc, cette année, il y a eu des cas en Italie, en Espagne et en France. Et voilà, la raison principale de ces foyers très éloignés serait plutôt le transport illégal de viande, d'animaux infectés, et qui aurait pu permettre de propager l'infection à ce moment-là. Une des premières peut-être sources de solution, ce serait d'arrêter l'importation d'animaux, enfin de bovins en tout cas, sur le sol français. Ça fait vraiment partie des mesures qui ont été mises en place quand les foyers ont été identifiés. En fait, aujourd'hui, quand la viande arrive ou quand la viande repart, les animaux sont testés, il y a un suivi, il y a des statuts sanitaires qui sont vérifiés, et donc la plupart du temps tout va bien. Puis il y a ces transits d'animaux qui sont réalisés de manière illégale, où là évidemment on n'a pas ce suivi, on n'a pas ce contrôle, et en fait il est relativement présent. Et les mesures qui ont été prises en France quand les foyers ont été identifiés étaient multiples. La première, c'était l'abattage du troupeau complet, parce qu'en fait on est infecté, on n'a pas toujours des symptômes. Donc j'ai dit qu'il y avait à peu près 10% des animaux qui mouraient. Certains allaient avoir des symptômes graves comme de la fièvre, de l'amaigrissement, une perte de production de lait, mais dans 50% des cas, l'infection est asymptomatique. D'accord. Et donc la vache va être porteuse et va pouvoir contaminer les voisines. Raison pour laquelle il vaut mieux effectivement choisir l'abattage. Et donc c'est pour ça que, c'est en partie pour ces raisons-là qu'on a décidé d'abattre tout le troupeau
Exact. Et donc, voilà. Et puis après, il y a d'autres mesures. En fait, dans un rayon de 25 à 50 km autour du foyer, en fait, on a empêché le transport du bétail. Donc les autres exploitations étaient aussi impactées. Et dans une zone plus restreinte aussi, on a vacciné les animaux. D'accord. Donc, il y a un vaccin vaccin qui existe, qui est utilisé en Afrique, qui a été utilisé dans les Balkans, quand il y a une épidémie au niveau des Balkans. Donc ça a permis de bloquer la propagation. La propagation. Et donc aujourd'hui, dans les stratégies, c'était un peu ces piliers-là. Il y en a un quatrième qui est aussi au niveau des insectes vecteurs. Donc il y a eu des campagnes de désinsectisation. Je sais pas, le mot est pas éliminer les correct, moustiques. mais on a éliminé les insectes. D'ailleurs, vecteurs. quels sont les insectes qui sont... Donc, quand on parle de maladie vectorielle, c'est parce qu'il y a un insecte qui transmet, en fait. C'est ça, par exemple, là, d'un bovin à un autre. Exactement. Okay. Donc, il y a un élément intermédiaire qui va Okay. servir de vecteur et qui va transmettre. Et souvent, ça va être des insectes, ça peut être des tiques dans le cadre de la maladie de Lyme. Dans le contexte de la dermatose nodulaire bovine, en France, les deux espèces principales qui transmettent, ça va être les mouches hématophages. Donc il y a des mouches qui viennent piquer le sang pour se nourrir sur les animaux. Et puis les tans, qui vont aussi avoir la même mission, c'est-à-dire de se nourrir sur les animaux. Alors la transmission ne se fait pas par transfert du sang contaminé, mais c'est plutôt mécanique. En fait, la mouche vient se déposer sur un nodule infecté ou sur une zone où on a du virus. Et le virus est relativement résistant, donc va rester en surface de l'insecte qui va aller se déposer sur l'animal voisin. Et comme on parle d'une maladie de peau, et voilà, ça va déclencher la maladie au niveau de la peau, et puis il va y avoir au niveau de piqûre, donc il va même y avoir une petite lésion qui fait que s'il y a du virus au niveau des mandibules de la mouche par exemple, ça va se déposer au niveau de la lésion et donc faciliter l'entrée dans la peau et l'infection. Ok, et donc dans ce processus de désinsectisation, ça se passe comment concrètement? On parle de pesticides? Là, donc, on revient sur les insecticides et les pesticides, et donc là, c'est évidemment plus ponctuel et davantage contrôlé, mais il y a vraiment une phase où on va aller voir les agriculteurs, les sensibiliser, utiliser des insecticides quand c'est nécessaire et de manière bien régulée. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont faites aujourd'hui. Les agriculteurs reçoivent des fiches, comment utiliser les insecticides, quels insecticides. Et puis après, il y a des campagnes aussi plus responsables, c'est-à-dire qu'on va éviter de laisser stagner de l'eau. On va travailler aussi sur l'hygiène en fait et la propreté de l'environnement pour éviter l'installation et la propagation des mouches. On va faire attention à la manière dont on stocke le fumier, par exemple, pour éviter de trop attirer les mouches et qu'elles se multiplient trop dans ces régions-là. Zones-là. Ok, d'accord. Est-ce que cette dermatose nodulaire se transmet uniquement chez les bovins ou il peut y avoir d'autres animaux infectés? Donc on est clairement sur une maladie qui va toucher les bovins. Donc en France, ça va être la vache, le taureau, le bœuf. Et puis en Afrique, on a vu aussi le buffle et certains zébus, si je ne me trompe pas, qui peuvent être infectés par la maladie. Mais il n'y a pas de transmission à d'autres animaux. Okay. Donc les chiens, les chats, les chevaux ne risquent pas d'être infectés. C'est même un atout en fait dans la lutte contre l'infection. Et l'homme ne risque pas non plus d'être infecté par l'infection. Quand je disais que les autres animaux pouvaient être un atout, c'est qu'ils servent un peu de dilution. Oui. Une mouche qui est venue piquer une vache, derrière va aller piquer un cheval. Et du coup, ça va s'arrêter. Elle ne va pas faire son repas sur une autre vache et risquer de contaminer. Ouais. Et donc, ça a été sujet à question. Il y a un troupeau de vaches. À côté, il y avait des chevaux. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, en fait, c'était très bien qu'ils soient là parce qu'ils ont permis de diluer. Et finalement, ça ralentit un peu la propagation. La seule chose dont il a fallu faire attention, c'était, il ne faut pas que non plus s'il y a une écurie pas loin, que ce soit un endroit dans lequel les mouches vont proliférer, parce qu'à ce moment-là, si on augmente la quantité de mouches... Parce qu'on pourrait être amené à se dire, tiens, mettons des chevaux à côté des bovins pour qu'ils fassent un peu barrage, mais il ne faut pas non plus que ce soit ces chevaux qui soient source de prolifération des mouches. Ça pourrait créer un effet inverse. Donc, cette dermatose nodulaire, est-ce qu'il y a un risque? Donc on a vu que c'était uniquement chez les bovins, mais est-ce qu'il y a un risque, du coup, tu disais que ça ne pouvait pas atteindre l'homme?
Est-ce que la viande, par exemple, produite, j'imagine qu'il y a eu à un moment peut-être des vaches qui ont été abattues et mis sur le marché de la viande, qui étaient atteints peut-être de dermatose nodulaire. Est-ce qu'il y a un risque de manger cette viande pour l'homme? Ce qui est sûr et certain, c'est que si la maladie a été diagnostiquée, en fait, les animaux n'arrivent pas dans la chaîne alimentaire. Oui. Bon, s'il y a eu des cas où il y a eu un manque de diagnostic, ou si finalement, voilà, ces transports d'animaux illégaux ont sans doute fini dans l'assiette de quelqu'un à un moment donné, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la viande infectée et le lait aussi, en fait, il n'y a aucun risque pour l'humain. Donc on pourrait ingérer du lait qui contient du virus, en fait, il n'y a aucun risque de contamination pour nous. D'accord. Et puis en plus de ça, aujourd'hui, quand on suit les bonnes filières, c'est testé, c'est pasteurisé la plupart du temps, et donc les risques sont vraiment infimes pour l'homme. Inexistants. D'accord. Même d'un point de vue biologique, en fait, le virus est très très éloigné, donc ne présente pas de tropisme, d'affinité avec les cellules humaines. Oui. Le saut d'espèce est quasi improbable. La nature nous réserve toujours des bonnes surprises, mais dans le cadre ou des mauvaises. Ou des mauvaises, ça dépend du point de vue qu'on prend. mais voilà, dans le contexte de cette infection-là, le risque pour l'homme est nul. Ok. S'il y avait eu un risque pour l'homme de développer cette maladie, est-ce que c'est dans ces cas-là que l'on parle de zoonose? Exactement. Donc D'accord. c'est clairement la définition de zoonose, c'est le fait qu'un agent pathogène puisse passer d'un animal à l'homme. On va prendre l'exemple bien connu de la grippe par exemple, ou de la Covid-19. C'est des virus qui ont émergé chez les animaux et qui sont arrivés chez l'homme ensuite. Voilà, la nature de ces virus, la structure de ces virus font que l'affinité pour l'homme est réelle et très très proche. Et donc la moindre modification génétique dans le génome de ces agents pathogènes peuvent les rendre susceptibles du coup d'être pathogènes pour l'homme. Et puis à ce moment-là, de créer les épidémies ou les pandémies qu'on peut connaître. D'accord, je comprends mieux. Pourquoi est-ce que ça fait... parce qu'aujourd'hui, la dermatose nodulaire n'existe plus en France? En fait, pour le moment, il n'y a plus de cas. Et c'est là peut-être qu'on peut quand même relativiser sur les mesures. C'est considérer que les mesures prises ont quand même au moins permis d'éradiquer le début de cette épidémie et qui a quand même relativement bien fonctionné. En fait, c'est quand même 3000, mais il n'y a eu que 3000 bovins qui ont été abattus, contrairement aux millions des bovins qui sont élevés. On a eu 3000 bovins abattus, près de 2 millions ont été vaccinés. Donc il y a vraiment eu des grosses campagnes de vaccination, donc beaucoup d'animaux ont été protégés. Et en fait, on n'a plus de cas en France depuis, si je ne me trompe pas, fin janvier. Ouais. Et il y a quand même eu une zone, donc les Pyrénées-Orientales ont été mises en zone d'alerte parce qu'il y a eu un cas en Espagne au mois de février. Donc là, 50 km à la ronde, en fait, on prend des mesures pour protéger les élevages. Il faudra voir ce qui va se passer bientôt, là maintenant, parce qu'en fait, comme les insectes jouent un certain rôle, évidemment, entre janvier et mars, on avait beaucoup moins d'insectes. Les animaux étaient aussi moins à l'extérieur. Et donc, il faut voir là maintenant s'il n'y a pas de nouveaux foyers qui vont arriver. Une chose qui peut être bénéfique quand même, c'est que les zones à risque, comme la Savoie, la Haute-Savoie et les Pyrénées-Orientales, c'est aussi là où on a beaucoup d'élevage, et beaucoup de vaches dans nos montagnes qui pâturent avec un risque accru de contact entre les animaux et une maîtrise un peu moins importante aussi des populations d'insectes. La majorité des animaux dans ces régions-là sont vaccinés aujourd'hui. Et donc on verra là, ici, avec l'arrivée des beaux jours, si on voit de nouveaux foyers et si de nouvelles mesures doivent être prises. D'accord. Et parce que du coup, ça interroge quand même, parce que c'est vrai que ça a fait énormément de polémiques, ça a été médiatisé, il y a eu beaucoup de manifestations dans le milieu agricole. Et si finalement c'était ça la bonne solution, quel est le risque en fait pour les éleveurs? Parce que le fait d'éradiquer en fait la dermatose nodulaire vient améliorer quand même leur cheptel, puisqu'ils produisent plus de lait, plus de viande, donc c'est quand même c'est un mal pour un bien finalement. En fait,
l'important c'est de trouver la bonne stratégie, le bon Ouais. équilibre pour ne pas trop mettre à mal l'économie et celle de l'agriculture aussi. Donc c'est sûr qu'avoir des animaux qui sont affaiblis, des animaux qui produisent moins de lait, qui produisent moins de viande, ça va être un problème. Et puis surtout, en fait, quand on a des cas, on ne peut pas exporter. Oui. Donc il y a quand même beaucoup de viande en France qui est exportée, pas très très loin, hein, en Italie, en Suisse. Oui. Mais c'est un marché quand même. En Espagne, mais c'est un marché. Et donc quand il y a des cas de dermatose nodulaire, eh bien, en fait, les frontières sont fermées. Et donc l'export va poser problème. Et donc on va moins vendre nos animaux avec un impact qui est direct sur l'agriculteur. Et donc quand un animal est infecté et qu'il faut abattre tout le troupeau, c'est sûr que pour l'agriculteur concerné, c'est un vrai problème. Hein. Et puis aussi, il y a un impact financier, même s'il y a des processus d'indemnisation qui ont été mis en place. Il y a des assurances, des indemnisations, j'imagine, pour les éleveurs qui perdent leur troupeau. Exactement, il y a des mesures qui sont prises. Est-ce que ça vaut vraiment l'investissement? Ça, c'est toujours un petit peu compliqué à estimer. Et puis, c'est toujours un peu évalué au cas par cas, mais il y a des mesures qui étaient prises, mais il y a aussi le côté, c'est le travail de l'agriculteur qu'on lui enlève. Et c'est sûr que quand on a un troupeau de 40 vaches et qu'on doit abattre ou de 80 vaches et qu'on doit abattre toutes ces vaches-là pour envoyer ça finalement à l'incinération, c'est l'impression de travailler, de jeter tout un travail finalement à la poubelle. Donc il y a un problème aussi de perception de la part de l'agriculteur. Et en fait, on peut. Ce qui aussi a alerté un peu, c'est que c'est des mesures qui sont européennes. Et aujourd'hui, il y a des grandes discussions entre pourquoi il n'y a pas des mesures nationales qui sont prises versus les mesures européennes, et pourquoi pas l'Europe n'autorise pas, puisqu'on a des cas de dermatose aussi en Italie et aussi en France, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas exporter d'un pays à l'autre? Donc le risque réel, c'est d'éviter la propagation, parce que si tous les animaux aujourd'hui sont touchés, ça va poser un problème au niveau de la production et de la productivité. Donc voilà, et puis après, une des grandes questions, c'était pourquoi est-ce qu'on ne vaccine pas tout de suite pourquoi tous les animaux, et pourquoi est-ce que toutes les vaches de France ne sont pas vaccinées? Bon, là, il y a d'abord un souci logistique qui fait qu'il faut suffisamment de doses et ensuite suffisamment de personnes pour pouvoir venir vacciner les animaux. Et puis ensuite, aujourd'hui, comme la directive européenne, c'est pas de dermatose nodulaire, et qu'on prend l'initiative de vacciner tous les animaux en France, en fait, ça veut dire qu'on émet l'hypothèse que la dermatose circule. Le fait de se dire on va vacciner tout le monde, ça veut dire on a de la dermatose, on vaccine tout le monde, et donc là va se poser le problème de l'export. Donc on ne pourra pas exporter la viande dans les pays voisins. Et donc il faudrait en fait qu'à l'échelle de l'Europe, il y ait une directive unique. Une directive unique qui autorise le transport d'animaux en contact ou à risque. Ou alors qu'on vaccine tous les animaux d'Europe, et là au niveau logistique et au niveau économique, c'est un autre débat. Et toujours est-il que les mesures aujourd'hui qui semblent les plus propices, les plus intelligentes, c'était d'éliminer le troupeau concerné quand il y avait des cas. Parce qu'il y a aussi un impact finalement pour les agriculteurs tout autour. Les agriculteurs qui 25 ou 50 km à la ronde doivent vacciner. Les animaux qui sont vaccinés, en fait, il fallait attendre X semaines post-vaccination pour pouvoir utiliser les animaux, pour pouvoir vendre la viande. D'accord. Donc il y a aussi eu un impact. Une fois qu'il y avait un foyer identifié, il y a un impact réel sur les troupeaux et les structures agricoles qui sont aux alentours. Et donc ça a pas mal secoué le milieu. D'accord, ok. Si il n'y a pas d'impact sur que c'est pas impropre à la consommation et qu'il n'y a aucun risque pour l'être humain, ce n'est finalement que un problème économique de baisse de rentabilité d'un troupeau, c'est ça finalement? Ça va être un point majeur. C'est au niveau économique, quand on parle au niveau des instances politiques et puis chez l'agriculteur. Et puis après, il y a un risque sanitaire aussi finalement, parce que si tous les bovins devaient être contaminés et devaient dépérir, c'est un impact aussi sur notre alimentation. Et donc le coût de la viande, nos modes de vie sont déjà en train d'évoluer. On essaie de consommer un peu moins de viande, mais là peut-être que ça aurait un impact encore plus
plus drastiques sur nos manières de consommer. Oui, donc même si on se dit que la maladie ne se transmet pas, in fine, il y a un cercle quand même qui se crée, qui vient avoir un impact quand même sur la qualité de vie, sur le prix de la viande, et puis on parle de ruralité, de santé en ruralité. Chez les agriculteurs, les éleveurs, ça crée aussi on voit que c'est une des premières, une population qui a un fort taux de suicide, malheureusement, et ça, ce genre de problème sanitaire ne vient pas forcément améliorer la donne chez les éleveurs aujourd'hui en France. Pour prendre ce genre de décision, d'arriver à se dire en France on abat complètement un troupeau, comment se prend ces décisions-là en France ? Alors aujourd'hui la directive est européenne, hein, mais en fait on met autour de la table les différents acteurs. Ouais. Il va y avoir des chercheurs, il va y avoir des vétérinaires, il va y avoir des agriculteurs, et puis il va y avoir les services publics, politiques, économiques, et on va au cas par cas, en fait, telle maladie, comment on agit, telle maladie, comment on agit, quels sont nos moyens, le vaccin, pas de vaccin, des traitements, pas de traitements, qualité du diagnostic aussi, et puis ça va dépendre du type de maladie. Une maladie pour laquelle, dès qu'on est infecté, on a des symptômes, là on va plutôt isoler l'animal infecté. On parlait de tuberculose bovine, par exemple, dans un autre podcast. C'est le cas lorsqu'on a un animal qui est infecté par la tuberculose bovine. On ne va pas abattre tout le troupeau, on va prendre les animaux au cas par cas. On a de bonnes méthodes de diagnostic, on peut mieux suivre les animaux, et puis la transmission n'est pas la même non plus. Et donc voilà, il y a une grande discussion qui est prise, avec des décisions qui sont prises en fonction des moyens du bord. Sur le moment, en fonction des acteurs présents autour de la table, on va considérer que c'est la meilleure des solutions. Ce qui peut parfois fâcher finalement les personnes, c'est le temps, parce que en fait, c'est des décisions qui ont été prises il y a plusieurs années, et notamment en réponse à l'arrivée des cas dans les Balkans. Et entre-temps, il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles discussions, pas eu beaucoup de mises à jour, pas spécialement beaucoup de prévention non plus, parce qu'on aurait pu se dire, tiens, on va prévoir plus de doses de vaccins, on va peut-être pouvoir réagir encore plus vite. Faire attention aux produits, aux animaux qu'on importe. Par exemple, instaurer un meilleur suivi, plus de contrôle pour pouvoir faire attention à tout ça. Et donc là, on est peut-être encore un petit peu dans la réaction, mais je trouve que finalement, dans le cadre de cette épidémie-là, si on peut parler d'épidémie, mais il y a quand même eu plusieurs cas, en quelques mois, on a réussi finalement à complètement éradiquer en France. Et donc, on n'est pas à l'abri de nouveaux cas, mais en tous les cas, pour le moment, à l'instant T, cette maladie-là chez les bovins est éradiquée. Oui, on en parle d'ailleurs beaucoup moins on n'en parle plus dans la presse en ce moment. Il y a d'autres sujets, mais sur ce sujet-là, en tous les cas, on n'en parle plus. Alors effectivement, je pense qu'il faudra faire attention avec de nouveau les insectes qui reviennent. C'est le printemps. On va de nouveau être exposé, en tout cas, à toutes sortes de maladies vectorielles, que ce soit chez l'être humain aussi. De toute façon, il y a d'autres maladies vectorielles qui existent, beaucoup trop même. Et sur cette dermatose nodulaire, j'ai oublié ma question. Mais ça me reviendra peut-être après. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel c'était important peut-être d'évoquer cette dermatose nodulaire, sur un sujet sur lequel on n'est pas allé ? Je dirais peut-être que là, en tout cas, on a pris conscience que cette maladie-là pouvait aussi frapper à nos portes. C'était sans doute le cas chez les agriculteurs et chez les vétérinaires avant que ça ne devienne un sujet public. Mais là, la surveillance va être accrue, que ce soit au niveau des animaux, du bétail, au niveau des insectes vecteurs. Sans doute que les infrastructures dans les structures agricoles vont aussi être adaptées pour justement limiter la prolifération des insectes ou le contact entre les viandes en transit. Il va y avoir sans doute de nouvelles réflexions sur la vaccination et au niveau européen, comment on va faire s'il y a de nouveaux foyers qui arrivent bientôt et cet été. On peut peut-être noter quand même qu'on n'est pas à l'abri, parce que comme c'est des insectes vecteurs, avec le réchauffement climatique, comme toutes les maladies vectorielles, c'est des maladies qui sont de plus en plus présentes chez nous. Les moustiques se plaisent bien, mais les mouches l'étant aussi. Et puis dans certaines régions, les moustiques transmettent aussi
ce virus. Ce virus. Donc on n'est pas à l'abri de revoir des foyers. Donc c'est sûr que les politiques vont devoir évoluer si on veut parvenir à limiter les cas et éradiquer. Et puis après, peut-être quand même un point important, revenir quand même sur l'importance de la biodiversité, de l'équilibre. Oui. Il faut faire attention évidemment au transport de viande, mais voilà, c'est important de ne pas avoir que des vaches au même endroit et d'avoir d'autres types d'animaux qui vont servir un peu de cul-de-sac à la transmission de ces maladies. Et donc, on en parlait justement juste avant, peut-être avoir des ovins, des équins. Exactement, caprins, équins, voilà, il faut pouvoir avoir d'autres animaux, et puis après un chien, un chat, des poules, voilà, c'est des choses qui vont pouvoir diluer les infections et donc ralentir la propagation aussi. Oui, d'accord. Et alors ma question justement est revenue, et grâce à ce que tu viens de dire, mais est-ce que lorsqu'on doit prendre des décisions au niveau politique public, est-ce qu'il y a plusieurs scénarios qui sont étudiés? Donc par exemple se dire si on n'abat pas tout le troupeau, voilà ce que ça pourrait générer, et justement si on abat tout le troupeau, voilà ce qui se génère, et que les décisions sont prises en fonction de divers scénarios qui sont faits. C'est une bonne question. Je ne sais pas si ça s'est particulièrement adapté dans le cadre de la dermatose nodulaire, mais sans doute qu'à un moment donné, autour de la table, on a aussi réuni des épidémiologistes et des mathématiciens qui modélisent. On a déjà un peu abordé ce sujet-là dans d'autres capsules, mais en fait, voilà, on essaye d'être un peu plus dans l'anticipation et de prévoir un peu plus. Et donc, en effet, quand il y a eu ce premier foyer, c'est voilà, quelles sont les mesures à prendre. Et en fait, si on a choisi de vacciner X kilomètres à la ronde et d'empêcher le transport d'animaux aussi dans une certaine distance, sans doute parce que des épidémiologistes et des modélisateurs sont arrivés derrière, avec aussi des entomologistes, puisqu'on parle de maladies vectorielles. Il a fallu identifier les insectes qui étaient responsables de la transmission. Est-ce que c'était des insectes qui pouvaient parcourir de nombreux kilomètres ou pas? Dans ce cas-ci, on est plutôt sur des insectes plutôt sédentaires. Et donc, on a pris en compte tout ça, la densité d'animaux dans la zone indiquée, la proportion d'insectes capables de transmettre, et puis après, les transports prévus ou non dans ces régions-là. Et donc, on a pris des mesures qui, évidemment, ont été évaluées par l'intermédiaire de ces outils-là. Puisqu'on parle d'insectes, et c'est vraiment ton sujet, toi, les maladies justement infectieuses, les maladies vectorielles transmises par exemple des insectes, il y a des insectes qui parcourent des milliers de kilomètres? Disons que il y a des insectes qui peuvent par exemple aussi de manière indirecte parcourir de la distance. Les insectes qui vont piquer les oiseaux par exemple, ou s'installer sur les oiseaux, peuvent parcourir des plus grandes distances, ou sur d'autres types d'animaux, ou des insectes aussi qui vont résister, se retrouver dans des moyens de transport, entrer dans une voiture, pouvoir ressortir. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir. Là, dans le cadre des mouches et des tans, en fait, elles aiment bien rester dans leur zone, proche des animaux, et donc elles ne vont pas prendre trop de risques. Et en tout cas, de ces gros animaux-là, ils ne vont pas prendre trop de risques de partir. Mais on pourrait imaginer que les insectes puissent parcourir des plus grandes distances. Et puis, c'est jamais des centaines de kilomètres, mais ça va aller de quelques centaines de mètres à quelques kilomètres, et là, l'impact peut être très grand. Et puis j'imagine qu'après, ils changent de toute façon d'hôtes ou de moyens de transport comme nous, et qui finalement peuvent être amenés à changer, même ça ne connaît pas les frontières, finalement, ça change de pays. Le bon exemple, et ça a peut-être été abordé dans la capsule sur la maladie de Lyme, mais les tiques peuvent rester un certain temps sur les animaux. Et donc un chien qui porte une tique peut parcourir lui des kilomètres, seul ou par l'intermédiaire d'une voiture ou d'un train. On peut emmener son chien en vacances, changer de continent et effectivement transporter cette maladie par exemple. Ah oui, c'est vrai mais qu'on n'y pense pas toujours, mais faut finalement faire attention à tout. Oui. Et quand c'était il y a longtemps, et j'imagine que c'est encore le cas dans certains vols, mais j'étais parti en Guyane pour mon stage de Master 2, et dans le vol retour, en fait, les hôtesses s'étaient passées avec des insecticides pour éviter de ramener des moustiques de Guyane en métropole, en fait, et donc risquer de ramener des maladies infectieuses par cette Comme quoi, par exemple? Comme les virus de la dengue, le chikungunya, c'est des infections qui sont endémiques là-bas, qu'on retrouve de plus en plus chez nous, de plus en plus de cas, qui étaient historiquement des cas importés. C'est des patients qui étaient partis en vacances, qui revenaient chez nous. Et puis maintenant, la présence du moustique tigre chez nous fait que on peut ramener la maladie
de l'étranger, se faire piquer par un moustique tigre et puis contaminer son entourage. On parle de cas autochtones dans ce cas-là et voilà, depuis quelques années, on en trouve en France. On a de plus en plus de cas autochtones en France. Et donc les mesures pour éradiquer, si on revient à la dermatose nodulaire, donc on retient l'abattage, malheureusement, pour les animaux, mais également malheureusement pour les éleveurs, mais également réduire un maximum les insectes porteurs de cette maladie, et puis faire barrage, peut-être justement avoir des animaux plus variés et faire barrage à ça. Ça peut être une bonne stratégie. Donc quand on est dans l'action, on va éliminer le troupeau, on va vacciner les animaux aux alentours et on va empêcher le transport des animaux. En prévention, on pourrait peut-être un jour y mettre la vaccination. Oui. Peut-être que dans ce cas-là, on pourrait imaginer limiter l'apparition. Le meilleur moyen de prévention de qui existe aujourd'hui, c'est quand même la vaccination. Et puis après, en effet, on peut travailler sur l'effet dilution en mélangeant les espèces animales. En tout cas, dans le cadre de la tuberculose bovine, il faut faire attention à d'autres maladies infectieuses qui pourraient circuler entre différentes espèces. Mais c'est là que voilà, il y a une vraie réflexion qui doit être faite. Et puis après, la prévention, en fait, il faut surveiller, donc sensibiliser les agriculteurs et les vétérinaires pour bien surveiller et surtout déclarer rapidement quand il y a un cas. Ici, avec ce qu'on a traversé ce qu'on a traversé l'été dernier, en fait, il y a eu à un moment donné des communications sur les réseaux où on disait attention, agriculteurs, si vous avez de la dermatose nodulaire, ne le dites surtout pas parce qu'on va abattre tout le troupeau. Et donc il y a eu une certaine alarme de personnes, on va pas dire mal informées, mais qui voulaient plutôt protéger leur bétail. Et on leur a dit, voilà, si vous dites que vous avez un cas, on va tuer tous les animaux. Et donc je pense qu'il faut aussi bien informer, la prévention est importante, et il faut aller voir les agriculteurs pour leur expliquer l'importance d'eux. Et évidemment, on sacrifie une exploitation, mais c'est pour sauver toutes les exploitations voisines, et pas que, c'est pour sauver toute l'économie agricole de la France et de l'Europe, qui est déjà en souffrance. On comprend mieux pourquoi. Il faut effectivement abattre tout un troupeau, c'est un peu plus compréhensible du grand public, et du coup peut-être se médiatiser, mais dans le bon sens, dans le bon sens du terme. Il y a quand même un sujet qui m'interpelle un petit peu. J'imagine, donc c'est grâce aux travaux de recherche qu'on s'aperçoit que la dermatose nodulaire ne peut pas être transmise à l'homme ou ne peut pas être transmise à d'autres animaux. Qu'est-ce qui explique que les bovins, que ce virus ne s'intéresse qu'aux bovins finalement? C'est des grandes questions. Je ne sais pas si je vais avoir la réponse précise dans le cadre de ce type de virus-là. Mais c'est l'évolution. Et en fait, la famille des poxvirus est très très large. On a des poxvirus qui infectent l'homme et qui n'infectent que l'homme. C'est le virus de la variole dont on l'espère, c'est une maladie éradiquée depuis un certain temps, qui a été éradiquée grâce à la vaccination. Donc, meilleure vaccination. On n'en reparlera pas, mais c'est sûr que c'est le meilleur moyen de prévenir les infections aujourd'hui, c'est la vaccination. Il y a eu quelques défaillances, mais voilà, quand elle marche bien, c'est quand même très efficace. Et puis c'est l'évolution. En fait, historiquement, il y a eu un seul poxvirus qui en fait a évolué et qui s'est adapté, et qui s'est finalement tellement bien adapté aux différents hôtes qu'il ne peut plus repasser dans un autre hôte. Et donc là, le temps et les centaines d'années d'évolution font que voilà, les virus sont devenus très très spécifiques, se sont adaptés en fait à la machinerie de leur hôte. Dans le cadre des virus, en fait, un virus seul n'est même pas considéré comme quelque chose de vivant, parce que la définition qu'on donne de vivant, c'est quelque chose qui est capable de se reproduire tout seul, de se multiplier seul. Une bactérie peut très bien le faire. Elle n'a pas besoin d'un hôte pour le faire, pas besoin de l'homme ou d'un animal pour y arriver. Le virus tout seul n'a pas la machinerie nécessaire pour pouvoir le faire. Donc il y a une première étape qui est de pouvoir trouver une cellule humaine ou animale dans laquelle le virus va pouvoir rentrer. Donc il faut les bons récepteurs à la surface pour pouvoir adhérer à la cellule et puis pouvoir y rentrer. Et puis une fois à l'intérieur, en fait, le virus utilise la machinerie naturelle de l'hôte pour fabriquer d'autres virus, se reproduire et puis après se propager. Et donc évidemment, chaque virus va dépendre de la machinerie de l'hôte qu'on va infecter. Et en fonction des types de machinerie qui sont utilisées, en fait, il y en a qui vont être plus spécifiques d'un autre à l'autre. Il y a des machineries qui vont être disponibles chez différents hôtes. Et c'est comme ça qu'on va parfois avoir des zoonoses avec des virus qui vont très très rapidement pouvoir s'adapter d'un animal à l'autre et même de l'homme, parce que les machineries sont proches.
Et aussi la capacité aussi de s'adapter à ces machineries. Oui. Les poxvirus, c'est une maladie responsable de la dermatose nodulaire. C'est de l'ADN qui est très stable. Et puis après, il y a d'autres virus où c'est plus des virus ARN, où là c'est moins stable, on a plus de mutations, un peu plus. La flexibilité génomique est plus grande, on va dire, et donc on va beaucoup plus facilement trouver de nouveaux variants, générer de nouveaux variants, et donc tenter plus de choses pour réussir à infecter tel ou tel autre ou tel type cellulaire. Oui, je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. Si, c'est très clair, c'est très clair. Et donc aujourd'hui, on peut être quasi certain, je dis bien quasi parce qu'on n'est jamais totalement à l'abri, mais on est quasi certain qu'il n'y a pas de danger pour l'homme concernant la dermatose nodulaire. Mais est-ce qu'à un moment, ça pourrait quand même passer chez un autre animal non humain? Donc je ne sais pas, on pourrait imaginer chez les chevaux, les chiens. Est-ce que quand même un jour, il pourrait y avoir une transformation de ce poxvirus? Dans le cadre de ce virus-là, les chances d'un passage chez le cheval sont aussi équivalentes que les chances d'un passage chez l'homme. C'est il n'y a pas de... vraiment nul en fait. Il y a d'autres virus où ça ne va pas être le cas, mais dans le cadre de ces virus-là, l'impact sur la santé va principalement concerner uniquement concerner les bovins. Par contre, pour ce qui est de l'économie et de la biodiversité, et puis on n'est pas à l'abri que si demain il n'y a plus de vaches, que les mouches aillent se nourrir sur d'autres animaux et qui du coup soient responsables de la propagation d'autres maladies infectieuses. Mais pas de la dermatose nodulaire infectieuse bovine. D'accord. Merci, c'est très clair. Merci beaucoup Arnaud. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.